18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. L'offre en formation professionnelle s'étoffe à Dakhla Oued Dahab. La région est désormais dotée de sa cité des métiers et des compétences. Une structure flambant neuve qui accueille sur ses bancs les jeunes stagiaires locaux. Le coup d'envoi a été donné en phase avec le cinquantenaire de la Marche verte, signant ainsi une montée en compétences en adéquation avec les besoins du marché du travail. Et de 30 pour le Festival international du cinéma d'auteur à Rabat, à l'affiche 150 films et plusieurs premières mondiales. Une édition qui met à l'honneur le sultanat d'Oman et rend hommage à des figures iconiques du grand écran, comme l'actrice égyptienne Leila Aïloui. Commémoration du 50e anniversaire de la glorieuse Marche verte, le groupe Barid El Maghrib dévoile l'émission spéciale d'un bloc feuillé et d'un timbre postal anniversaire. Une exposition philatélique est organisée par la même occasion. Bonsoir. Avant le développement de ces titres, le rappel des activités royales ayant marqué la semaine que nous quittons. Lundi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé à l'inauguration du complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI de Rabat. Une structure de référence internationale développant une offre de pointe au niveau national au service de tous avec une formation de haut niveau dans les métiers de la santé. Le souverain a donné ce même jour ses hautes instructions pour la mise en service du centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Agadir, un pôle médical d'excellence qui permettra un véritable bond qualitatif dans l'offre en soins et en formation de médecins au niveau de la région Souss-Massa. Ces deux grandes structures hospitalières permettront de générer des milliers d'emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique et social, tant à l'échelle régionale que nationale. Véritable emblème d'une nouvelle ère d'infrastructures sanitaires modernes et intelligentes, le complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI de Rabat, réalisé par la fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, incarne la haute bienveillance et la vision de Sa Majesté le roi. Il illustre l'ambition visant à offrir à l'ensemble des citoyens un accès équitable à des services de santé de dernière génération en s'appuyant sur un établissement hospitalier intégrant les innovations médicales les plus avancées, adossé à une structure universitaire de référence et de recherche. Pour ce qui est du centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Agadir, qui sera ouvert aux citoyens conformément aux hautes instructions royales, il a été réalisé sur un terrain de 30 hectares situé à proximité de la faculté de médecine et de pharmacie. Autre activité royale marquant cette semaine, Sa Majesté le roi a reçu mardi au Palais Royal de Rabat les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l'administration territoriale. Puis mardi, un communiqué du cabinet royal avait annoncé, rappelons-le, la décision de décréter la journée du 31 octobre de chaque année, une fête nationale et une occasion lors de laquelle Sa Majesté le roi accorde sa grâce. Une fête nationale que le souverain a bien voulu baptiser Eid el-Wahda, fête de l'unité, eu égard au tournant historique qu'a connu le processus de la cause nationale et à la faveur de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le même communiqué avait annoncé que le discours royal sera prononcé à l'avenir en deux occasions officielles. La première à travers le discours de la glorieuse fête du trône et la seconde à l'occasion de l'ouverture du Parlement. Pour faire le point sur ces événements marquants qui ont rythmé la semaine que nous quittons, j'accueille à mes côtés notre consultant, le professeur de droit et politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Inauguration royale pour commencer, deux structures hospitalières d'envergure inaugurées donc par le souverain, le complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI de Rabat et le centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Agadir, deux pôles médicaux d'excellence qui accueillent d'ores et déjà leurs patients. Comment devront-ils contribuer au grand chantier qui est la réforme structurelle du système de santé ?
D'abord, pour le complexe qui a été inauguré par le souverain l'année dernière, le complexe médical hospitalier, il faut relever ceci. C'est aujourd'hui le complexe qui a les meilleures infrastructures, les meilleurs équipements et les meilleures spécialisations avec des technologies de pointe. Donc c'est extrêmement important pour ce qui est de l'Afrique. Alors, évidemment, c'est une grande entreprise, un grand programme. Puis il a été réalisé, il faut le dire, par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Il fait 28 hectares. Il y a 2 entités complémentaires, vous l'avez dit, l'hôpital universitaire et l'université Mohamed VI, une capacité importante de 600 lits, et puis 30 pôles d'excellence, donc pour ce qui est des soins médicaux, des soins chirurgicaux, également des soins médicaux techniques. Alors des spécialisations très pointues, je vais citer la chirurgie robotique, j'y ajoute la neurochirurgie, la cardiologie interventionnelle, l'imagerie médicale, etc. Plus encore, 24 salles d'opération, 143 lits pour des soins critiques, des équipements de très haute technologie, une plateforme de laboratoire automatisé, un laboratoire digitalisé, et puis le lien évidemment comme vecteur avec le pôle économique académique actuel, donc avec ce que vous avez signalé pour ce qui est des liaisons avec les autres CHU. J'ajoute ceci, c'est qu'il y a là l'expression d'une priorité qui est donnée à la santé. Priorité qui s'est traduite par une augmentation du budget de la santé pour 2026. Il va être de 42 milliards de dirhams, une augmentation de 30% par rapport à 2025. Et également la création de 8000 nouveaux postes. D'autres choses également ajoutées. Maintenant, pour ce qui est de la priorité donnée à la santé, il y a un certain nombre de points qu'il faut rappeler. D'abord, la généralisation de la protection sociale qui est en cours, vous le savez. Il y a l'extension de la couverture médicale de base, l'AMO aussi, qui intéresse aujourd'hui plus de 8 millions de personnes. Une nouvelle loi cadre sur le système national santé. Et puis, la mise en place d'un certain nombre d'instances régionales, donc des groupements, on appelle ça des groupements de santé territoriaux. Il y en aura 12. Il y en a déjà 2 qui ont été inaugurés, dont celui de Tanger, vous le savez. Il y a également la mise en place d'une autorité nationale de régulation de la santé qui va s'installer prochainement, son directeur ayant été nommé dernièrement par le souverain. Puis tout ce qu'il faut attendre du partenariat public-privé. Alors parmi les priorités maintenant de la politique de la santé se décline sur plusieurs niveaux. La surveillance épidémiologique, la lutte contre les maladies chroniques, cancer, diabète, etc. La lutte contre les problèmes de santé mentale, également la santé maternelle et infantile, la numérisation. Reste un certain nombre de défis qu'il faut relever rapidement, qui sont posés à notre politique en matière de santé. C'est les inégalités territoriales, ça a été soulevé, vous le savez, par le souverain en différentes circonstances. La fuite et l'exode des médecins marocains, il y en a plus de 600 pratiquement par an qui se rendent à l'étranger. Là, également la soutenabilité financière, c'est un gros problème qui appelle donc la mobilisation de ressources budgétaires appropriées, la gouvernance et la transparence, et puis il y a également la création, c'est important, d'un pôle de pharmacie et de biotechnologie africain, comme ça a été fait d'ailleurs pour les vaccins. Un mot encore, le droit à la santé est un droit constitutionnel, il est prévu par l'article 31 de la Constitution. Tout un système de santé qui se modernise donc. Passons au volet diplomatique. Et sur ce plan-là, la semaine qui s'achève a été émaillée de célébrations. Le cinquantenaire de la Marche verte, un anniversaire empreint de symboles qui a ravivé en ce 6 novembre les sentiments de fierté nationale chez les Marocains, toute génération. L'héritage de cette épopée patriotique populaire qui a pavé le chemin vers l'indépendance du royaume se perpétue encore aujourd'hui. Oui, évidemment, il faut raviver, le problème posé, c'est de raviver la mémoire collective. C'est un cinquantenaire, c'était il y a 50 ans, c'est l'équivalent de 2 générations.
la nouvelle génération est-elle bien informée de cette épopée qu'a été la Marche verte, donc le 6 novembre 1975? Je ne le crois pas. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait eu ces manifestations-là à travers le royaume en particulier, pour ce qui est donc de la revitalisation de la mémoire collective à propos de cet événement. Pour la Marche verte, il faut rappeler un certain nombre de choses rapidement. C'est d'abord une grande opération qui a été préparée dans le plus grand secret, en quelques semaines. Ensuite, il y a eu la mobilisation, vous le savez, de moyens logistiques exceptionnels, parce qu'il fallait transporter 350 000 personnes de toutes les régions du royaume vers le point de rassemblement, c'était à Faya, et ça, c'est une opération compliquée qui a fonctionné. Dans les 350 000 volontaires, il y avait 10% de femmes, il faut le dire. Et puis, autre point, c'est un mode de mobilisation pacifique. Les marcheurs, ils avaient quoi à la main? Ils avaient le Coran, ils avaient le drapeau. Voilà. Et donc, c'est une situation historique tout à fait exceptionnelle. Ils se sont retrouvés face à des militaires espagnols au poste frontière. Et il n'y a pas eu un seul blessé, il n'y a pas eu un coup de feu tiré, c'est extrêmement important. Et puis, pour ce qui est du mode de règlement des conflits, c'est un exemple. C'est un cas intéressant pour ce qui est du règlement des différends tels que prévus par la Charte des Nations Unies, etc. Voilà un conflit qui a été réglé de manière pacifique, par une mobilisation pacifique face à un occupant colonial. Je crois que c'est extrêmement important, et je crois que c'est important de nourrir donc ce lien, cette adhésion, cette symbiose donc d'unité. La Marche verte, c'est l'événement le plus important du Maroc indépendant, et ça, je crois que c'est important, ça mérite d'être mis en exergue. Et cette célébration revêt cette année un caractère particulier dans le sillage de l'adoption le 31 octobre par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797 qui consacre le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme cadre irréversible, non modifiable pour le règlement pacifique et pour le règlement de ce différend artificiel autour du Sahara marocain. Comment peut-on envisager la prochaine étape ? D'abord, les conditions dans lesquelles a été votée cette résolution 2797. Notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s'en expliquait dans une interview donnée à une autre chaîne publique, de Zem, vous le savez. Il a expliqué les conditions dans lesquelles ça a été préparé. Il a dit, nous étions, la résolution a été votée par 11 voix, faut le dire, 3 abstentions, Russie, Chine, Pakistan, et une non-participation au vote de l'Algérie. Le ministre a expliqué les conditions de préparation de ce vote. Au départ, il a dit nous avions 6 voix, puis nous sommes passés à 7, et puis à 11, et ça grâce à l'intervention du souverain et au contact du souverain avec un certain nombre de chefs d'État étrangers. Ça, c'est quelque chose d'inédit, c'est pour ça que je me permets d'y revenir. Alors, la 2757, c'est d'abord... elle consacre le fait que le plan marocain d'avril 2007 est la seule base de règlement de la question nationale, donc du différend, avec un certain nombre de contraintes. Sur la base de quoi? Sur la base du plan marocain comme cadre référentiel unique, sur la base également d'un certain nombre de paramètres de négociation qui ont été définis par ce texte, lesquels? D'abord les 4 parties. Il y a 4 parties, Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste, donc format de négociation. Ensuite, reprise du processus de négociation sous la supervision de l'envoyé personnel, secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, mais où aux États-Unis, c'est extrêmement important. Donc on voit là la traduction de l'implication et de la prise en charge de ce dossier national par la première puissance mondiale. Je crois que ça devait être dit. Et donc, c'est pour arriver à quoi? Pour arriver à un compromis de négociation. C'est extrêmement utile pour nous et c'est positif. Pourquoi? Parce que nous avions participé à des processus de table ronde avec le format des 4 parties que j'ai cité. Et puis, voilà qu'en 2019-2020, l'Algérie et le mouvement séparatiste ont décidé de ne plus participer à ce processus des tables rondes de 4 parties. Voilà donc une contrainte pesant sur ces 2 parties pour les amener forcément à rejoindre les prochaines négociations qui vont avoir lieu dans les mois qui vont venir. Ce qui est à l'ordre du jour maintenant, et ça a été demandé au Maroc, c'est d'approfondir son plan marocain d'avril 2007,
2017. C'est un plan qui comprend 36 articles articulés autour de 3-4 matières. Et donc, le Maroc travaille sur ça, je peux vous le dire. Et donc, il va proposer dans les prochaines semaines un plan, évidemment, approfondi, conduisant au détail des réformes à faire pour arriver à l'expression de l'autodétermination des peuples, des populations sahraouites dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc c'est une période qu'il faut suivre. Également, un autre point à relever, c'est que le dossier, il est strictement onusien. Il se fait les négociations vont se faire sur quelle base? Sur la base du plan marocain actualisé comme seule référence, avec autre chose, l'implication des 4 parties, et donc nous allons avoir des semaines et des mois qui vont être donc délicats, difficiles, parce qu'on va entrer, si je puis dire, dans le dur, tout ça sous la supervision de l'ONU et des Américains, et le Maroc est bien armé pour conduire ce processus-là à son terme. Je vous remercie, professeur Mostafa Shemi, pour ces éclairages. Merci à vous. Et voici l'illustration concrète de cette pleine dynamique de développement qui anime le Sahara marocain, tous secteurs confondus. Focus sur la formation professionnelle dans nos provinces du Sud, où un large éventail de cursus diplômants et qualifiants est aujourd'hui proposé aux jeunes de la région. La Cité des métiers et des compétences de Dakhla Ouaddahab a ouvert ses portes à ses premiers stagiaires locaux, donnant ainsi le coup d'envoi d'un projet ambitieux en écho au 50e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Nidalou Gil, Samil Barka et Iman Ablou. La Cité des métiers et des compétences de Dakhla Ouaddahab accueille ses premiers stagiaires. Sur une superficie de 3,9 hectares, le site offre une large gamme de formations qualifiantes et diplômantes, alignées sur les besoins de l'écosystème économique régional et du marché local de l'emploi. Une plateforme multisectorielle avec une approche pédagogique immersive qui repose sur l'expérimentation active. J'ai opté pour la filière transport et logistique. Ici, on a tout ce qu'il faut pour intégrer le marché de l'emploi. Des formations qui répondent aux besoins en compétences dans des domaines variés. Ce projet illustre une fois de plus l'engagement du Royaume en faveur d'une jeunesse formée, compétente et actrice du développement territorial. La Cité des métiers et des compétences de Dakhla Ouaddahab a été conçue et réalisée avec une offre de formation de 1400 places pédagogiques par an et 33 spécialités en relation avec 6 secteurs que sont la pêche maritime, l'agriculture, l'agroalimentaire, la gestion et le commerce, le digital, l'intelligence artificielle et le transport et logistique. Conçue comme un véritable écosystème d'apprentissage et de vie, la Cité intègre plusieurs espaces communs dédiés à l'innovation, de même qu'un centre de langue et de soft skills. L'objectif est de créer un cadre propice à l'épanouissement personnel et collectif, favorisant la cohésion, le vivre ensemble et la créativité des jeunes apprenants. 50e anniversaire de la Marche verte, l'événement se célèbre aussi à l'international. À Washington, notamment, une prestigieuse réception a été organisée hier à l'ambassade du Royaume. Y ont pris part plusieurs membres de la communauté marocaine installée aux États-Unis. Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, s'est arrêté sur la vision stratégique de la politique étrangère du Royaume sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi, articulée autour de la centralité de la question du Sahara marocain, ainsi que le tournant majeur que représente la résolution 2797 du Conseil de sécurité. L'ambassadeur a souligné ainsi qu'en droite ligne du contenu du discours royal, la question du Sahara marocain reste une cause d'unité nationale et d'intégrité territoriale, tout en insistant sur l'importance de la mobilisation des soutiens en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que seule solution sérieuse, crédible et réaliste à ce différend régional artificiel. Puis mardi... Actualité internationale, c'est demain lundi que s'ouvre la COP30 au Brésil. La grand-messe du climat prendra ses quartiers dans la ville amazonienne de Belém pour près de 2 semaines, avec à l'agenda une feuille de route pour surmonter la dépendance aux combustibles fossiles. La 30e conférence de l'ONU sur le climat marque le début du prochain cycle d'engagements nationaux déterminés à l'horizon 2035 avec les objectifs alignés sur la trajectoire
espoir de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. The latest NDCs represent some progress, but we must be honest in the summit of truth. The plans and policies on the table are still far from enough. Pays hôte de cette COP30, le Brésil est en première ligne d'un épisode météorologique extrême, conséquence du dérèglement climatique. Le sud du pays fait face depuis vendredi à une tornade dévastatrice. Au moins 6 morts et 750 blessés ont été enregistrés dans une localité de l'État du Paraná où le gouvernement a décrété l'état d'urgence au moment où les vents ont atteint une vitesse de 250 km/h. Des violentes tempêtes qui ont également débordé vers les villes de Rio de Janeiro et de Sao Paulo. L'avancée du cyclone extratropical se poursuit à travers les régions sud et sud-est du Brésil. Retour chez nous et braquons les projecteurs sur la capitale Rabat qui célèbre le 7e art. Le Festival international du cinéma d'auteur s'est ouvert ce week-end sur les planches du théâtre Mohamed V. Au programme des projections, des masterclass, mais également des hommages rendus à des figures pionnières du grand écran. Notre équipe a assisté au gala d'ouverture. Les moments forts avec Saad Kamili et Maria Ouad. Ils étaient nombreux, acteurs, réalisateurs et passionnés de cinéma, à attendre le lever de rideau sur la 30e édition du Festival international du cinéma d'auteur de Rabat. Forte de son succès, cette édition anniversaire célèbre le cinéma libre, audacieux et humaniste, et met en compétition des courts et longs métrages venus du monde entier. Avec une grande nouveauté cette année, la création d'une compétition dédiée aux films documentaires, présidée par la grande réalisatrice marocaine Esma El Moudir. Je suis très heureux d'être au Festival de Rabat, d'une part parce que je pense que c'est vraiment un festival qui se porte très très bien depuis ses 30 ans. Et ensuite, nous avons aussi quelque chose d'original, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une carte graphique énorme. Il y a l'Afrique, les Antilles, les Caraïbes, l'Europe. Et je crois que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est un cinéma qui se démocratise, un cinéma aussi géopolitique, où il y a des films d'engagement, des documentaires, des courts-métrages, il y a aussi des longs-métrages. Sous les projecteurs du théâtre Mohamed V, 2 hommages ont été rendus à 2 figures emblématiques du cinéma arabe. Le réalisateur libanais, Georges Khabbez, a été consacré et salué pour son regard engagé, tout comme l'actrice égyptienne Leila Iloui pour l'ensemble de sa filmographie qui a marqué toute une génération de spectateurs. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série d'hommages, notamment celui dédié à la grande et talentueuse actrice égyptienne Leila Iloui, qui est notre invitée d'honneur. D'ailleurs, le choix de cet hommage a été simple, car elle accompagne ce festival depuis sa toute première édition. Et elle se tiendra aux côtés d'autres personnalités, à savoir Georges Khabbez, la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré ou encore l'écrivain marocain Nordine Afaya. Je suis très heureuse et honorée d'être là, à l'occasion des 30 ans de ce festival qui m'a rendu hommage. D'ailleurs, j'ai été par le passé président du jury et je souhaite beaucoup de succès à ce grand événement qui célèbre aussi, et à sa manière, les liens d'amitié entre le Maroc et l'Égypte. Une semaine de découverte et d'émotion, telle est aussi l'ambition du Festival de Rabat, qui s'impose plus que jamais comme une scène ouverte au talent et à la création sans frontières.
Retour aux célébrations de la Marche verte et l'esprit du 6 novembre règne aussi de l'autre côté de la Méditerranée. À Tarragone, en Espagne, le théâtre du port a abrité le vernissage d'une exposition organisée par le consulat général du Maroc à l'occasion de ce glorieux anniversaire. L'expo baptisée Renaissance du Sud du Maroc, un demi-siècle de transformation et de progrès entre tradition et avenir, propose aux visiteurs une immersion visuelle retraçant l'héritage culturel et l'effort de modernisation engagé par le Royaume dans cette région. L'événement constitue un message fort témoignant du soutien de la Catalogne et de l'Espagne au processus pacifique conduit par le Royaume du Maroc dans la région. Écoutons ces déclarations. Le consulat général du Royaume à Tarragone a organisé un colloque et une exposition photographique intitulée « La Renaissance du Sud du Maroc, un demi-siècle de transformation et de progrès entre tradition et avenir ». L'événement s'est déroulé en présence d'autorités locales et régionales, ainsi que de personnalités civiles et militaires, et autres du monde économique, culturel, académique et des chercheurs, notamment de l'université Rovita et Virgili. Cette présence exprime l'appui de l'Espagne et de la Catalogne au processus pacifique pour la résolution du conflit autour du Sahara marocain en renforçant la stabilité, la paix et la prospérité partagée. Une fois de plus, nous avons accompagné le consulat du Maroc à Tarragone lors d'un événement qui nous a transportés dans le sud du Maroc, où les grands progrès réalisés dans cette région au cours des dernières décennies ont été présentés, ainsi que la transformation en cours dans des secteurs tels que l'industrie, le tourisme, l'économie, les énergies vertes et les énergies propres. Ce fut un événement très agréable et d'un grand impact. Ce type d'initiative vise à rapprocher cette réalité des citoyens de Tarragone, afin de mieux nous connaître, puisque de nombreux citoyens marocains vivent dans notre ville et y cohabitent avec nous au quotidien. L'objectif est toujours de construire une ville plus inclusive, plus conviviale et meilleure pour tous. Et en commémoration du 50e anniversaire de la glorieuse Marche verte, sachez que le groupe Barid Al Maghrib a annoncé une émission spéciale d'un bloc feuillet et d'un timbre-poste. Barid Al Maghrib organise par la même occasion une exposition philatélique sous le thème La Marche verte, mémoire et développement à travers les timbres-postes. Atman Tazi et Zakaria Moukinbillah. L'épopée de la Marche verte et le développement des provinces du Sud à l'honneur sur un timbre postal anniversaire. La nouvelle émission du groupe Barid Al Maghrib représente Sa Majesté le roi Mohammed VI lors d'une visite dans les provinces du Sud. Ce nouveau timbre met également en avant des projets structurants tels que la station éolienne de Tarfaya et le complexe solaire Nour Layoun. Une belle manière de montrer ce vent de développement durable qui souffle sur ces régions. Barid Al Maghrib accompagne les célébrations du 50e anniversaire de la Marche verte par l'émission d'un nouveau timbre postal. Cette marche symbolise les victoires du roi et du peuple tout au long de 5 décennies, ainsi que l'unité du pays sous l'emblème du drapeau national. Parallèlement à cette émission, une exposition philatélique retrace les grandes étapes et réalisations dans les provinces du Sud. Intitulée La Marche verte, mémoire et développement à travers les timbres-postes, l'exposition invite les amateurs de philatélie à un voyage dans le temps, au cœur des us et coutumes des habitants du Sahara marocain. Les provinces sahariennes connaissent aujourd'hui une mutation économique, sociale et culturelle. La préservation de l'identité marocaine, de ses différentes ramifications et de leurs valeurs ajoutées est de notre devoir. La tente sahraoui, le thé et la tenue vestimentaire des provinces du Sud font partie intégrante de la culture marocaine. Dans ce sens, Barid Al Maghrib assure un rôle pionnier dans la documentation de l'histoire, les événements et les traits socioculturels du Sahara marocain. À travers cette initiative philatélique, Barid Al Maghrib confirme encore une fois son engagement à valoriser le patrimoine national et la mémoire collective par le biais du timbre-poste, un événement à visiter au musée de Barid Al Maghrib à Rabat. Et avant de vous quitter, un mot de football. Les caps sur Doha où se poursuit le mondial des moins 17 ans. La sélection nationale a battu son homologue néo-calédonienne sur le score sans appel de 16-0. Un festival de buts et une victoire écrasante. Un match de la 3e et dernière journée du groupe B.
En dominant de bout en bout la Nouvelle-Calédonie, les lionceaux de l'Atlas ravivent leur espoir de qualification au prochain tour. Bravo et bonne chance à nos lionceaux. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous. Salut là.